On va passer aux questions-réponses. J'imagine que ces 3 interventions ont dû susciter pas mal d'interrogations et de questions chez vous. Je vois une question là-bas. Est-ce que vous pouvez vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Philippe Crosset-Spinelli, ingénieur agronome. En fait, on a évoqué donc la gestion de l'eau, mais j'aurais voulu entendre ce qui était possible de faire en termes d'apport hydrique par brunissement nocturne et gestion des engrais foliaires, qui me semble être peut-être intéressant pour accompagner des périodes de sécheresse. Voilà. Monsieur Deloire, est-ce que vous pouvez reformuler, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas bien entendu. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort? En gros, je pense que de faire des traitements avec des engrais foliaires durant les périodes de sécheresse importantes, avec des apports azotés ou, j'allais dire, agro-réfléchis, comme les algues ou autres, peut permettre au couvert végétal de résister. De même que la gestion du couvert végétal, à mon avis, est liée aussi à des pratiques viticoles, comme l'essimage ou les feuillages, sur lesquels j'aimerais bien avoir votre avis. Oui, c'est une bonne question et peut-être vous n'allez pas aimer mon avis. Alors, écoutez, on est entre nous, d'accord? Donc on discute franchement et je vais dire des choses et si ça ne vous plaît pas, voilà, vous m'en voudrez, c'est pas grave. Alors, la réponse honnête, c'est que je ne sais pas, faites-le, vous verrez bien, d'accord? Ça, c'est la réponse la plus honnête que je peux vous donner. Cela dit, penser qu'en appliquant un produit sur la vigne, on va la rendre résistante, ça, c'est faux. Au point de vue raisonnement, ça n'existe pas. Parce que il n'y a pas de relation, si vous voulez, entre l'engrais foliaire, l'azote, etc. et le fait que la vigne, elle souffre de contraintes hydriques parce qu'elle n'a pas pompé assez d'eau. D'accord ? Donc, il y a peut-être des produits qui vont faire que les stomates vont se fermer plus rapidement. Auquel cas, la plante va économiser de l'eau. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas, Anne, si l'azote et les engrais foliaires font fermer les stomates. C'est pour ça qu'elle est là. Vous avez entendu? Bon, alors je répète. Donc Anne me dit, je l'amène toujours avec moi parce que... Bon, elle me dit il y a une relation entre l'azote, l'ABA et la fermeture des stomates. C'est balèze, hein? Donc oui, essayez et vous verrez bien, mais la plante ne sera pas résistante. Ce qu'elle va faire, la plante, et c'est pour ça que la question est intéressante, est importante, parce que c'est vrai pour beaucoup de choses, elle va s'adapter. D'accord ? Elle va s'adapter à la contrainte hydrique en régulant sa transpiration. Mais elle ne va pas devenir résistante. Maintenant, ceci dit, en régulant sa transpiration, elle va chauffer, les feuilles vont chauffer. Hein ? Donc on peut avoir 10 degrés d'écart entre une feuille d'une vigne irriguée et une feuille qui a fermé ses stomates parce qu'elle n'est pas irriguée. Donc c'est pas mieux parce qu'on peut détruire la chlorophylle. Vous voyez, c'est un peu ce genre de raisonnement. Donc essayez, et si ça marche pour vous, eh ben, tant mieux. C'est comme la Lune en biodynamie. Si ça marche pour vous, c'est formidable. D'accord ? Voilà. N'hésitez pas à essayer. Hein, parce que, alors attention, aussi autre chose par rapport à ça. En tant que scientifique, on ne connaît pas tout. D'accord ? 2, ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas été validé scientifiquement et n'a pas été publié que ça ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on apprend beaucoup aujourd'hui de la biodynamie et de la permaculture. Je faisais une plaisanterie sur la biodynamie avec la Lune, mais on apprend beaucoup parce qu'on ne connaît pas tout. Et il y a des choses qui marchent en permaculture, par exemple, je prends ça comme exemple, ou en biodynamie, qu'on ne peut pas expliquer, mais ça marche. Voilà, d'accord ? Merci, Monsieur Deloire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Antoine ? Donc, Pierre Mosser, domaine de Favanquet, sur le terroir de l'Allon-de-les-Morts, en bord de mer. Sur la gestion des couverts végétaux. Et dans notre région, on a beaucoup de bergers
et donc de passage de brebis possible l'hiver. Nous, sur le domaine, on sème tolérant. Le couvert végétal aujourd'hui a atteint à peu près, je sais pas, 60 cm de haut. Et en début d'hiver, surtout cette année. Et voilà, le passage des brebis, est-ce qu'on a des retours? Est-ce que c'est bon? Parce que donc il y a une perte de biomasse. Mais un apport pour les brebis. Merci pour la question. Alors, c'est toujours pareil, il y a une forme d'équilibre à trouver dans votre système, c'est-à-dire que forcément que si la brebis elle vient extraire une partie du carbone pour son propre métabolisme et qu'elle s'en va du champ, elle vous fait perdre de la matière sèche. Ça, c'est une évidence. Par contre, elle va venir vous amener un certain nombre d'éléments nutritifs, un microbiote aussi dans les ruminants qui peut être intéressant. Après, nous, on travaille tous les types de systèmes. C'est-à-dire que, par exemple, à Château Cheval Blanc, on est en train de mettre en place un système avec des brebis parce qu'ils l'ont fait. On est en train de voir quelle typologie de couvert on met pour nourrir les brebis. Donc, on travaille quasiment la ration de la brebis en fonction de ce qu'on va semer, parce que c'est un système qui est intéressant et parce que le parcellaire est quand même plutôt important. Et donc, avoir une tondeuse naturelle, c'est pas si inintéressant sur une partie du domaine. Donc après, moi je dirais, c'est à vous de choisir le système qui vous permet d'être le maximum en équilibre. J'ai des gens qui vont aller vers de l'agronomie à fond et qui vont vouloir restituer le maximum de couverts avec une très haute technicité à leur sol et qui vont avoir des sols qui vont rapidement évoluer. J'ai d'autres personnes qui aiment intégrer l'animal et donc c'est toujours pas si mal parce qu'on a au moins la partie racinaire des couverts qui est restituée à la parcelle et on a après une amélioration du cycle puisque la brebis va venir finalement venir restituer une partie des nutriments plus vite que si j'avais simplement ramené un couvert végétal. Donc voilà, et après ça peut être aussi intéressant sur en termes aussi d'organisation du travail ou autre si c'est intégré au système. Donc je dirais qu'il n'y a ni bien ni mal. D'un point de vue agronomique et restitution, forcément l'intégralité du couvert c'est mieux. Voilà. Par contre, d'un point de vue système au global, intégrer des brebis, si c'est des choses qui vous branchent, vous allez avoir un système agronomique qui va bien se tenir quand même, si c'est bien fait et s'il n'y a pas, je sais pas, une forme de surpâturage ou autre. De toute façon, habituellement, selon les espèces que vous mettez, ça a plus ou moins grande appétence. Donc, si vous intégrez des brebis, si vous voulez vraiment valoriser, il faut choisir les espèces aussi qui leur permettent de pouvoir se nourrir correctement quand elles viennent dans la parcelle. Donc c'est deux systèmes qu'il faut calibrer différemment. Soit vous avez un troupeau de lombrics massif, soit vous avez des lombrics et des brebis. Il faut choisir. Et c'est quoi les espèces qu'elle préfère du coup Ceux qui ont peut-être, il y en a peut-être qui ont des élevages ou autres, je ne sais pas parmi vous, mais en tous les cas, en gros, c'est tout ce qui va. Si vous mettez par exemple de la févrole et que vous la laissez un peu tirer, forcément, c'est des cannes comme ça, elles vont en laisser. Donc, il vaut mieux partir sur des mélanges. Nous, on va mettre des mélanges avec de l'avoine, de la veste, du pois, des choses qui vont se développer assez fort, notamment au début du printemps, et après, les brebis vont venir. Si on est dans des sols avec des contraintes hydriques assez faibles et on a des bonnes flores spontanées, on peut aussi laisser s'exprimer la flore spontanée et faire passer les brebis. Donc ça dépendra aussi le système. Ce qui est important aussi, c'est de faire des économies. Des fois, je vois des gens qui sont des férus d'agronomie, mais qui ont des sols des fois qui marchent très bien. Ils ont 3%, 3,5% de matière organique. Ils continuent à faire beaucoup d'efforts, à semer, etc. Alors qu'en fait, ils sont déjà atteints ce palier de fertilité qui leur permettrait de travailler avec de la flore spontanée parce que ça y est, ils ont rétabli la maison. Et donc, je pense que c'est là où aussi la question des brebis se pose. C'est-à-dire, je suis dans un sol à 1% de matière organique extrêmement, on va dire, abîmé d'un point de vue fertilité biologique, je vais travailler des couverts, restituer, remettre en route mon système. À partir du moment où je commence à avoir 2%, 2,5% de matière organique, que mon système a commencé à se remettre à flot, je peux faire venir par exemple les animaux. Mais il y a une sorte de progression logique et de stratégie à avoir et des fois il y a un manque de vision claire de là où on veut aller et c'est d'ailleurs le premier pas quand on veut se lancer dans cette aventure-là et qu'on ne l'a jamais fait, d'avoir une vision claire de là où on veut aller et un plan sur au moins 5 ans, on parlait de moyen terme, on est dans du moyen terme. Voilà. Même si vous avez des sols extrêmement peu fertiles, en 2-3 ans, on peut retrouver une fertilité complètement différente avec les bonnes pratiques. Mais donc c'est une graduation en fonction de la fertilité intrinsèque. Étape par étape, donc. Merci, Monsieur Mathias. Bonjour. Vous m'entendez correctement? Oui, c'est bon. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bien entendu. Donc, je suis Monsieur Hendrix, je suis enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences de Lumini, et je voudrais vous interroger les uns et les autres. Premièrement, sur l'apport, donc les avantages et les inconvénients des couverts végétaux, voir un petit peu ce que vous en pensez. Sur les avantages des couverts végétaux, on peut parler
de favoriser, puisque vous avez parlé beaucoup de micro-organismes, donc les bactéries et autres, sans évoquer, ou très rapidement peut-être, l'apport au niveau des champignons, des levures, etc. Alors on parle beaucoup de mycorhizes parmi le milieu viticole. Il y a même des sociétés qui se montrent pour favoriser les interactions entre les matières organiques, minérales, et puis les racines des vignes. Donc ça, c'est un avantage au niveau des couverts végétaux, à condition de les laisser en place longtemps pour que la vie du sol se mette en place. Il ne s'agit pas de retourner le sol une année sur l'autre sur un rang. Au niveau des avantages des couverts végétaux, vous avez l'érosion par rapport au soleil, au vent, à la chaleur. Le fait de maintenir en place un couvert végétal, même quand vous le rabattez, vous allez pouvoir diminuer la température du sol, donc vous allez protéger vos racines aussi. Au niveau contrainte hydrique, c'est en fin de compte le gros inconvénient que vous mettez en évidence. Il y a une concurrence qui va se mettre en place avec la vigne. Alors, pour vous parler un petit peu, là je vais revenir sur l'évolution du climat, j'ai regardé le rapport du Bureau de recherche géologique et minière sur le niveau d'eau à l'heure actuelle en Provence. On est très très bas, c'est-à-dire que malgré les pluies, on est loin d'avoir compensé la sécheresse passée et même, je dirais, d'un peu plus longtemps en arrière. Donc, au niveau contrainte hydrique, il fut un temps où il y a une société qui commercialisait le fait d'introduire des polymères, ce que vous pouvez trouver chez votre fleuriste, pour maintenir les fleurs irriguées. Donc il y a une société qui, même dans certains domaines, ils mettaient des polymères qui retenaient l'eau et qui libéraient cette eau petit à petit. Alors quand j'ai regardé ça en tant que chimiste, je me suis inquiété parce que je sais que ces polymères, lorsqu'ils se dégradent, ils produisent des produits cancérigènes. Mais l'humus, ça maintient un niveau hydrique en permanence. Et là, quand je regarde, donc vous êtes confronté à ce problème de manque d'eau en Provence, est-ce que le fait justement, je reviens aux couverts végétaux, de favoriser la mise en place de ces couverts végétaux et donc de créer un humus, donc de maintenir l'eau en place, ça ne serait pas un moyen finalement de s'adapter à l'évolution climatique? Sébastien, je vous laisse répondre à cette... Alors, c'est intéressant, c'est toujours intéressant d'avoir aussi une forme aussi de contribution construite. Alors, les couverts végétaux sur les avantages, moi je suis d'accord avec ce que vous avez cité. Après, c'est pas magique non plus, c'est-à-dire que nous on a observé des pertes de vigueur sur des vignes, même en Champagne, en faisant tirer des couverts beaucoup trop tard, en cherchant de la lignification, etc. Donc en fait, je pense qu'il faut faire très attention avec une réalité, c'est que l'eau, c'est la première ressource qui fait pousser un végétal. D'ailleurs, si on regarde ce qu'il faut raisonner pour faire pousser un végétal, c'est ce qu'on a appris tous à l'école, c'est chaud, c'est-à-dire le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, H2O, c'est l'eau, et après l'azote et le soufre qui permettent de faire des protéines. Donc en fait, l'eau est une ressource extrêmement importante, et donc il ne faut pas jouer avec. Et donc effectivement, augmenter le taux de matière organique de 1% permet de stocker 20 mm d'eau, mais si on a une intense sécheresse, 20 mm, c'est quelques jours. Donc en fait, ça peut permettre d'attendre la prochaine pluie, ça donne de la résilience, mais ce n'est pas comme si d'un coup 1% de matière organique nous faisait 60 mm de stockage d'eau qui nous permettrait d'attendre vraiment une longue période. Donc attention au vu de l'esprit malgré tout, c'est-à-dire il y a des contraintes physiques, un cadre physique et matériel qu'il faut prendre en compte. Et je pense que si on est réaliste sur qu'est-ce qu'on va rechercher avec les couverts végétaux, c'est 2,5-3% de matière organique bien maintenue sur la parcelle. Et ensuite, toutes les contraintes qui viennent s'appliquer peuvent venir justifier de l'irrigation ou autre. Voilà, donc ça c'est un premier niveau. Après, sur la question des champignons, en fait quand je parle de microbiologie, je parle des champignons, des bactéries, etc. Les champignons, c'est quelque chose qui va s'installer sur la parcelle s'il y a très peu de travail de sol et si on met des matières plutôt ligneuses. Ceci dit, en fait, c'est pour ça que je gradue. Qu'est-ce qu'on recherche en termes de fertilité ? Si je suis dans une parcelle qui est cassée, 1% de matière organique, 1,2%, 0,9%, avec très peu de lombric, en fait, la parcelle, elle n'a plus de jus.
C'est-à-dire qu'en termes de potentiel de minéralisation en sortie hiver, c'est très faible. Donc en fait, je vais plutôt l'accompagner avec des légumineuses, ce qui ne va pas forcément favoriser à fond les champignons. Mais mine de rien, je vais améliorer la disponibilité en azote qui me permet d'amorcer ma pompe à humification. Et donc derrière, je ne vais pas piquer de l'azote au sol pour humifier mes matières organiques. Quand je commence à avoir un certain niveau de confort sur la parcelle, je peux commencer à travailler le ligneux. De toute façon, il y a des stratégies de réduction de travail de sol aussi qui viennent permettre de favoriser le champignon. Nous, on les voit réapparaître. Et après, il y a aussi les stratégies d'amendement, donc avec les composts ou des fumiers ou des apports en bois broyé des fois sur certaines parcelles faibles. Et en fait, pour moi, le raisonnement autour de la matière organique, c'est un peu comme le raisonnement autour du chaulage, qui ne vous concerne pas trop, mais grosso modo, il y a des stratégies de redressement et des stratégies d'entretien. Est-ce que sur ma parcelle, je suis en stratégie de redressement, auquel cas j'ai une certaine façon de faire pendant 3, 4, 5 ans, et après, est-ce que je suis en stratégie d'entretien où je vais avoir une autre façon de fonctionner? Donc il n'y a pas un itinéraire technique pour 15 ans en fonction, il y a un audit à faire. L'audit est très important, mauvais diagnostic, mauvais pronostic. Donc faites des bons diagnostics de sol, sachez où vous en êtes. Sur la fertilité physique, est-ce que j'ai de la compaction ou pas, une bonne infiltration ou pas. Fertilité biologique, où j'en suis en termes de biomasse microbienne, en termes de lombrique. Et fertilité chimique, est-ce que j'ai des grosses carences ou déficits marqués. Et donc je vais corriger. C'est la loi du facteur le plus limitant. Je pars de là où j'ai le plus de problèmes dans ma parcelle et qui va apporter le plus d'impact. Souvent, le volet biologie joue beaucoup parce que plus j'ai d'activité biologique, meilleur j'ai de relargage chimique, donc j'ai une meilleure fertilité chimique, et plus j'ai d'activité biologique, mieux j'ai de porosité. Donc derrière, j'ai une notion aussi d'interaction. Donc voilà à peu près ce que je peux répondre là-dessus. Donc attention à la contrainte hydrique, c'est pas un truc rigolo, il ne faut pas jouer avec. Surtout qu'à partir du moment où on a appliqué un stress sur la vigne, vous allez le payer 2 ans, pendant 1 an, 2 ans, voire 3 ans si vous continuez à forcer dans ces pratiques-là. Oui, ça évoque plein de réponses, hein, toutes ces questions. Je voudrais juste revenir 1 minute sur votre question sur les feuilles, parce que vous avez parlé des cimages ou des feuilles. Bon. Si vous voulez, comment est-ce que je vais le présenter? En ce qui concerne la vigne, on peut enlever jusqu'à 20% en rognant des feuilles. Elle est encore capable de compenser. D'accord ? Donc on ne va pas forcément économiser de l'eau, mais il faut faire attention à une chose dont on n'a pas parlé, c'est la mise en réserve carbonée pour l'hiver. Et quand je vous ai parlé du plateau de chargement en sucre, ce qui est intéressant, c'est que, j'en profite pour compléter, je gagne 1 minute là, donc c'est qu'à partir du plateau de chargement en sucre qui peut arriver, alors c'est suivant les cépages et les régions, etc., et les types de produits, qui peut arriver entre 20 et 40 jours avant la vendange, puisque les bennes ne chargent plus de sucre, elles rechargent. Donc la vigne peut recharger ses réserves 20 à 40 jours avant la vendange, sauf dans 2 régions, c'est Cognac-Champagne, parce qu'ils vendangent au plateau. Vous, pour les rosés, peut-être que vous allez y venir, ou vous y êtes déjà, vous allez vendanger au plateau. Donc il faut faire attention qu'il y ait suffisamment de feuilles pour les réserves. Hein. Donc l'histoire, j'enlève des feuilles, j'économise de l'eau, ça s'étudie parce que c'est pas linéaire, c'est pas évident, d'accord. Donc l'histoire de l'enherbement et de la compétition avec la vigne, c'est pareil, si vous voulez, parce que bon, Sébastien il a tout dit, mais nous on suit beaucoup de rapports de stage là-dessus. Du reste, je vous remercie de prendre nos élèves ingénieurs en stage, entre parenthèses, parce qu'on est quand même une école d'ingénieurs. Et donc c'est pas linéaire, c'est pas évident, c'est au cas par cas. Il y a des situations où c'est concurrent, d'autres pas, etc. Après, comme disait Sébastien, bon, moi, on m'a donné un chiffre récemment. Je suis comme tout le monde, j'aime bien les chiffres. Bon, quand on parle de régénérer le sol, c'est quoi sur les 20 premiers centimètres? Ça défait. Après, le couvert va s'enraciner jusqu'à 1,52 m. Oui. Donc en fait, on a une verticalité à aller chercher, parce que Oui. le sol qui marche bien, c'est un Oui. sol qui, la surface à la profondeur, est fluide. Il n'y a rien qui vient casser. D'accord. Les différents fluides qui vont circuler dans le sol. Donc, forcément que le sous-sol, s'il est extrêmement perturbé par la compaction ou autre, ou par de la replantation qui a été trop agressive, moi je vois des héritages de replantation par défonçage qui ont 20 ans, mais que je vois encore, c'est-à-dire que je me retrouve avec une semelle de 10-15 cm entre, on va dire, 25-30 cm et 50, parce qu'en fait, ces 25-30 cm et 50, ils ont été travaillés une fois par une défonceuse, et tout le reste, c'est que du travail de surface. Donc on a cassé toute la porosité dans le fond, qui était peut-être en plus excellente, parce qu'en fait, j'avais une vigne qui était là depuis 30 ans, j'avais une couverture végétale qui fonctionnait pas si mal, ou je sais pas quoi, et en fait, j'ai cassé ça, et après, j'ai que passé des roues.
pour venir replanter. Donc je me retrouve avec un horizon hyper compact. Donc les stratégies de replantation, c'est souvent là où beaucoup de choses se jouent. Si j'ai une stratégie de pré-plantation avec des couverts, où j'améliore mon système et qu'en plus je vérifie si j'ai besoin de venir défoncer ou pas la parcelle pour planter, eh bien je peux résoudre beaucoup de problèmes ou ne pas en fabriquer pour la carrière de la parcelle. Donc ça posait la question, voilà, la réponse est là, aussi où se trouve le système racinaire. Alors vous savez que dans 70% des vignobles dans le monde, le système racinaire fonctionnel, important, il est plutôt dans les premiers 80 cm. Ce qui est important pour la vigne, alors je vais encore dire un truc, c'est caricatural. Les racines qui vont jusqu'en Australie, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc en gros, si vous voulez, c'est quand même le système racinaire secondaire et tertiaire qui est dans les 80 premiers centimètres, qui est très important, ce qu'on appelle les radicelles. Le fait qu'il y ait des racines qui plongent, c'est bien, mais on se pose encore beaucoup de questions sur leur apport, sur leur fonctionnalité extérieure. Enfin, ça, c'est un sujet en soi qui est très intéressant et compliqué. Donc, quand tu as des racines d'herbe qui vont jusqu'à 1,20 m, s'il y a les racines de vigne au même endroit, bon, voilà, c'est ça qu'il faut regarder. Deux choses par rapport à cette question. Donc moi, je ne suis pas trop pour la chimie, les polymères, tout ça. Moi, franchement, là on joue aux apprentis sorciers avec ces conneries. Par contre, on peut réfléchir au biochar. Non. La préparation. Oui. Ah bah oui, c'est la pyrolyse. Bon, ok. 1-0. D'accord, mais après dans le vignoble, ça s'essaye. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et alors, dernière chose, c'est par rapport à l'herbe et aux couverts végétaux, ça j'ai appris ça la semaine dernière, alors je récite comme un perroquet, mais c'est important parce que c'est par rapport aux gelées de printemps. Un expert nous a dit à Toulouse, justement, les gelées de printemps c'est quand même sérieux, que pour que le sol restitue la chaleur la nuit, il faut tondre. Voilà, il faut tondre. C'est un physicien qui est expert, il fait des mesures et tout. Et que si vous avez un sol nu, il faut qu'il soit humidifié pour qu'il puisse restituer la chaleur. S'il est sec, ça ne restitue pas la chaleur. Je vous le livre comme on nous l'a dit et vous en faites ce que vous voulez. Il y a encore une question. Une dernière. Ça sera rapide. Hein. Oui, bonjour, Jacques Rousseau du groupe ICV. Donc Alain, tout à l'heure, tu as parlé de l'impact de la sécheresse, de la contrainte hydrique sur le grossissement des baies, donc tu l'as bien expliqué. Mais ce qu'on constate, en particulier en 2019, c'est l'effet de la température. Et il semble que des fortes températures, même dans les conditions de faible contrainte hydrique, restreignent le grossissement des baies. Est-ce que tu peux, c'est ce que nous on observe sur nos référentiels, est-ce que tu peux confirmer, développer ce point, s'il te plaît ? Oui, écoute Jacques, tu as plus d'observations que moi certainement avec votre réseau là-dessus. L'explication, je parle sous le contrôle d'Anne, l'explication est la suivante, c'est que ce qui peut expliquer ce que tu dis, qui est tout à fait logique, c'est l'humidité relative autour des grappes, c'est le VPD. Hein. Et là on le voit quand l'IFV, les chambres d'agriculture, tout ça, on fait plein d'essais d'ombrage. Alors soit c'est de l'ombrage dessus, soit c'est de l'ombrage sur le côté. En faisant de l'ombrage sur le côté, par exemple, on arrive à réduire la transpiration des baies, d'accord, parce qu'on améliore l'humidité de l'air. Le VPD, c'est l'humidité de l'air autour des grappes. Donc, je ne sais pas ce que Anne t'en pense, mais moi, j'aurais relié ça à l'humidité de l'air. Bon, voilà. Ouais. Elle n'est pas convaincue. Hein. Bon. Romieux, qui est quand même un expert du développement des baies, a observé que cette année, avec les températures super élevées, il y avait une accélération très forte du grossissement des baies. Donc oui, au lieu que ça dure 30 jours, comme Alain l'a mentionné, pour une baie individuelle, ça a duré 15-20 jours pour atteindre tu le dis plateau. que les baies perdent de l'eau, parce que là, on est dans la phase de chargement. Et donc la phase de chargement est plus rapide quand il fait chaud. Mais quand tu dis que les baies perdent de l'eau, c'est avant ou après le chargement ? En général. Oui. D'accord. Donc, il est possible que la température ait un effet sur la multiplication cellulaire. Donc ça, c'est
juste après la floraison, et sur le le grandissement cellulaire aussi. C'est une bonne question, on va la laisser ouverte parce que voilà. Et puis cet après-midi, on va revenir là-dessus. Voilà. Oui, monsieur, je crois, et une autre question par là-bas. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est bon. Alors, Foy des Soilets, château de Pérasol. Moi, j'ai une question sur l'installation de nos vignobles, donc les plantiers, jusqu'à la production. Donc, on déstabilise la structure du sol. Est-ce qu'un couvert végétal dessus est profitable? Et qu'est-ce que vous pensez à côté de la litière de forêt fermentée? Donc c'est un couvert au moment de l'installation du plantier. Alors, c'est une question extrêmement intéressante, merci de la poser. Donc, en gros, on va en revenir à plusieurs choses. Alors, déjà, juste sur ce qu'on appelle la lithofère, litière fermentée. En gros, l'idée, c'est de venir favoriser l'installation de bactéries lactiques qui jouent un rôle dans, on va dire, l'humification, la minéralisation. C'est une flore extrêmement intéressante et je vous invite tous à vous renseigner sur ce type de technique. Nous, on a des groupes d'agriculteurs qui en fabriquent sur l'exploitation. Et donc ça permet d'installer une flore intéressante plus rapidement sur les parcelles. Ceci dit, il lui faut à manger à cette flore. C'est-à-dire que si vous mettez de la lithofère et que derrière vous êtes dans un milieu où il n'y a rien à manger, parce que je travaille le sol et que je laisse toujours le sol nu, ça va créer on va avoir une problématique d'installation. Donc c'est là où la couverture végétale peut être intéressante, où des amendements peuvent être intéressants. La difficulté dans les premières années en conditions non irriguées, c'est la contrainte hydrique qui peut après peser sur toute la carrière de la parcelle. Donc, moi, je n'ai pas de recette magique, c'est-à-dire que j'ai des parcelles en sol profond avec une orientation, voilà, pas à plein sud et compagnie, avec lesquelles je vais pouvoir un peu jouer avec le feu, et puis j'ai des parcelles sur lesquelles j'ai tellement peu de réserves utiles, je vais même devoir irriguer en partie les premières années, où là, je ne vais pas trop jouer avec le feu. Ce qui est certain, c'est que je choisirai donc des couvertures végétales qui vont le moins consommer d'eau. Donc je vais partir sur ces couverts végétaux que j'ai pu indiquer, avec production de biomasse automnale et restitution. Ça, c'est le minimum syndical sur une parcelle pour commencer à envoyer du carbone. Après, si je suis sur une parcelle avec pas trop de contraintes hydriques, je vais viser à installer un couvert qui va pouvoir s'émanciper un peu plus au printemps et que je vais détruire aussi, on va dire, la première quinzaine d'avril. Et si je suis dans une parcelle qui a encore moins de contraintes hydriques, je peux laisser une flore spontanée qui va être broyée un rang sur deux avec les couverts. Donc ça, c'est des pratiques qu'on peut mettre en place. Ce qui est certain, c'est que il n'y a pas de magie. Votre sol, quand on parle de sol vivant ou de nourrir un sol, en fait, on parle de nourrir sa biodiversité utile. Et il lui faut à manger. Une niche écologique, c'est le croisement entre un habitat et de la ressource nutritive. Quand on parle d'écroulement de la biodiversité, on parle souvent des pesticides et compagnie. Certes, les pesticides ont joué, mais ce qui joue beaucoup, c'est la fragmentation de ces niches écologiques. On est de plus en plus, on met des routes, on arrase des forêts. Aujourd'hui, dans les plaines de grandes cultures, il n'y a plus une fleur. Les antidicotes sont super puissants, donc vous avez 4 prunus qui débourrent, voilà, des noisetiers, 4 conneries qui débourrent dans les haies au début du printemps, puis c'est fini, il n'y a plus rien à bouffer. Donc c'est facile de jeter l'opprobre sur je ne sais quel produit, même si moi je suis pour leur diminution et leur raisonnement, mais malgré tout, les niches écologiques, c'est-à-dire la matière organique pour les décomposeurs que sont les lombriques et la biomasse microbienne de votre sol, c'est essentiel. Donc je vous invite toujours à raisonner ce carbone de façon extrêmement précautionneuse et de faire des apports soit exogènes, soit les couverts pour alimenter votre parcelle. Et après, si vous voulez travailler le volet pollinisateur primaire et secondaire ou du biocontrôle, il faudra travailler la ressource floristique de vos parcelles. Et donc dans ces cas-là, il y a des stratégies avec des plantes à fleurs qu'on met une fois tous les 10 rangs, par exemple, qui pompent d'ailleurs beaucoup moins d'eau qu'une flore spontanée, et qu'on va pouvoir voilà, avoir une continuité de floraison dans le vignoble très intéressante. Et donc là, on commence à restaurer le milieu. Parce que finalement, l'agriculture bien faite sur des larges surfaces, c'est de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie des écosystèmes. Et la restauration des écosystèmes, c'est la restauration de ces niches écologiques, et ça passe par une profusion de biomasse végétale restituée et qui nourrit vos sols, et de la ressource pollinique et du nectar en grande quantité qu'il faut pouvoir gérer globalement sur site. Voilà, j'espère que ça a répondu en partie à la question. Merci. Vous voulez compléter, je crois. Non, après Sébastien, c'est pas possible. Non, juste sur les racines de la vigne, c'est donc le sol et les racines, hein, vous avez bien compris que c'est crucial.
On regarde que la partie aérienne, mais aujourd'hui, il faut voilà. Bon. Bref, deux informations sur les racines. La première, c'est que les racines de la vigne ne poussent pas pour aller chercher l'eau, mais elles poussent parce qu'il y a de l'eau. Hein, et que donc l'histoire des racines qui foragent là pour voilà, ça, non, la racine de vigne pousse parce qu'il y a de l'eau. Donc il faut de l'eau, et pour qu'un système racinaire s'installe, donc il faut à peu près entre 5 et 7 ans. Donc, ouais. Voilà. Mais cela dit, stresser un jeune plantier, alors ça, vous allez le payer pendant 40 ans, hein, sur la durée de la vigne, ça c'est clair. Est-ce que je peux poser une question à Antoine Migaud par rapport à... Oui, vous avez dit que donc, le réchauffement climatique diminue la biodiversité, mais est-ce qu'on peut voir aussi de nouvelles espèces apparaître avec ce réchauffement climatique et qui seraient potentiellement des ravageurs de la vigne? Non? Parce oui. qu'on parle de punaises japonaises qu'on voit de plus en plus dans les cultures et... Voilà. Oui, ben, en fait, on voit des espèces apparaître, alors pas toujours avec le changement climatique. En fait, il y a l'apparition de nouvelles espèces qui peuvent arriver quand c'est dans le milieu marin par les bateaux. Le moustique tigre, il arrive par les voies de communication dans les avions. Le problème, c'est le changement climatique joue un rôle parce qu'il va permettre, surtout quand c'est des espèces exotiques qui arrivent, vont permettre leur développement. Donc voilà, c'est jamais monofacteur. Hein. Le changement climatique, en fait, il vient appuyer là où ça fait mal. Il va appuyer gravement dans les systèmes les plus sous tension. Et donc là, si on a des insectes ravageurs, par exemple, qui arrivent d'ailleurs, ils vont trouver des conditions très favorables avec le changement climatique et ils vont pouvoir se développer. Et d'ailleurs, dans tout ce qu'on disait, ce qui est intéressant aussi par rapport à la création d'habitats, à l'enherbement, à la création peut-être un peu d'agroforesterie, c'est aussi qu'on recrée des habitats. Ça veut dire que directement pour la biodiversité, c'est très bon. Et on recrée de la biodiversité sur nos territoires cultivés. Et peut-être, alors c'est à vérifier, mais malgré tout, ça joue aussi sur, si on veut utiliser moins de pesticides, ben, ça peut jouer aussi sur le développement de prédateurs vis-à-vis de certains ravageurs. Le problème, c'est qu'on l'a vu en tout cas sur la lavande, hein, il y avait une cicadelle. La cicadelle, elle n'a plus aucun prédateur. Et c'est un gros problème, ça veut dire qu'il y a juste l'insecte qui va venir se nourrir ou attaquer la culture en question, qui est présent sur la culture, parce qu'il n'y a pas d'autre habitat. Donc c'est plein de co-bénéfices dans tout ce qu'on dit. Et quelquefois, effectivement, il y aura des problèmes vis-à-vis de l'eau, des choses comme ça, mais il faut prendre l'intégralité des bénéfices. C'est-à-dire qu'on arrive à s'adapter, on arrive à atténuer, puisqu'on stocke du carbone, c'est vraiment important aussi, et on arrive à favoriser la biodiversité qui revient sur nos territoires, et ça c'est forcément toujours bénéfique. Et il y a encore pas mal de choses, voilà, c'est sur la filtration de l'eau, sur la pollution des sols, il y a beaucoup de co-bénéfices. Après, voilà, c'est juste le dosage qui est compliqué. Et puis après, pour parler du changement climatique, je finirai sur une chose, c'est que là on a l'impression il y a une deuxième composante, c'est ce que je disais, c'est la hausse des températures, la rapidité. Effectivement, le problème des canicules, c'est des problèmes de seuil qu'on ne connaît pas très bien encore. Mais après, sur certaines températures, on le voit quand il y a la canicule de 2019, quand il a fait 46 degrés à côté de Montpellier, il y a des vignobles qui ont grillé sur pied, je crois, en 2 heures, il n'y avait plus rien. Donc il y a des seuils de température. Et il y a des cépages qui vont être plus ou moins résistants. Donc après, il faut avoir des bons types de cultures. Donc aussi, il faudra penser, peut-être, hein, je ne suis pas un grand spécialiste, à quelquefois faire évoluer, choisir certains cépages, on l'a vu, hein, 7 ans, 8 ans, le temps que ça soit rentable, et il vaut mieux que ce soit d'ailleurs planté dans des conditions encore à peu près favorables. Peut-être quelque part, pour les cépages les plus fragiles, essayer de commencer à diversifier ces cépages, voire diversifier ces cultures. Voilà, pour arriver à résister plus facilement au changement climatique. Je crois que les vignerons provençaux ont commencé à travailler sur le sujet, sur la diversification des cépages. On n'a plus beaucoup de temps, je sais que vous voulez intervenir, mais vraiment super vite parce qu'on a déjà dépassé le timing des... C'est simplement pour corroborer ce qui a été dit. Nous, on travaille avec pas mal de grands groupes. On a installé des dispositifs bandes fleuries, par exemple chez Moum en Champagne. 6 fois moins de cicadelles sur les parcelles avec bande fleurie versus parcelles sans bande fleurie. Ça, c'est de la mesure avec du piégeage. C'est extrêmement clair que dès qu'on apporte de la ressource pollinique, on diversifie la chaîne trophique.
des pollinisateurs primaires et secondaires, mais qui jouent un rôle en fait dans la régulation, parce que souvent les stades larvaires et autres viennent réguler un certain nombre de ravageurs. Donc ça, c'est des choses qu'on observe et très vite, dès la première année, on a observé ça. Parce que forcément, quand il y a à manger, tout le monde qui Donc vient. ça veut dire aussi qu'on peut combattre ce en tout cas, climatique. réguler. Voilà, Ouais, c'est pas un coup d'insecticide, mais mine de rien, ça apporte. Il y a des solutions. Ça vient réguler. Et la régulation, c'est pas biocide, mais ça vient maintenir un seuil ou retarder les seuils problématiques. Je vous remercie tous les trois. On va passer à la. Oui, merci.